Le MAC de l'environnement sur RCF, en partenariat avec Radio Balade et Radio Marseillette, une émission animée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, avec au micro Marion Thibat et Alice Roy, pour une émission consacrée à l'évolution du littoral depuis moins de 10 000 ans. Nos invités aujourd'hui, Tiffane Legrand, responsable de la mission climat-énergie au Parc naturel régional, et Julien Cavero, cartographe du LABEX Transfert à l'École normale supérieure, Université de recherche, Paris Sciences et Lettres. L'évolution du littoral est une question à l'ordre du jour qui nous intéresse aujourd'hui et qui continuera forcément à nous intéresser demain. Tiffane, pourquoi le parc s'intéresse à l'évolution du littoral ? Bonjour. Alors, mieux comprendre comment notre littoral a évolué, c'est aussi savoir mieux se projeter sur l'avenir. Quand on parle de climat, on parle de changement climatique. Un des enjeux, c'est d'arriver à se projeter sur les horizons 2050-2100. Alors, le travail qui a été effectué dans le cadre de la maquette qui est présentée donc au sein de la maison de la CLAP a le mérite de montrer que le littoral, il a toujours évolué. Et ça, c'est important à l'avoir en tête quand on parle d'adaptation du point de vue du littoral. Et comment le climat et le paysage sont liés ? Le littoral d'aujourd'hui, c'est le fruit d'une évolution qui est aussi liée au climat, donc que ce soit le vent, le soleil, ce sont des éléments qui ont forgé aussi ou contribué à forger le littoral d'aujourd'hui. On a travaillé il y a quelques années sur l'identification du patrimoine lié au vent sur le territoire, le patrimoine éolien, et déjà à ce moment-là, on a pu identifier que on avait sur les communes du Narbonnais un certain nombre de manifestations liées au vent, que ce soit des salines, des pressions qui derrière ont conditionné de l'activité, de la structuration du paysage. Aujourd'hui, on parle d'évolution du littoral. On arrive à prévoir la météo à une semaine, 10 jours, mais comment fait-on pour prévoir le climat dans 100 ans ? Alors c'est... Oui, au cœur de la problématique, il y a des choses qui sont connues, notamment par les travaux du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts du climat, qui permet de mettre en perspective l'évolution du niveau de la mer, par exemple. On sait que selon les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2100, on va être entre des augmentations du niveau de la mer de 60 cm jusqu'à 1 mètre. Donc ça, c'est un des enjeux. Les rapports du GIEC permettent également d'avoir des prospectives en termes d'augmentation des températures. Et après, on a des travaux également plus locaux qui nous permettent aussi de savoir que, par exemple, par rapport au débit du fleuve Aude, qu'on va avoir des réductions de moitié sur certaines périodes de l'année à l'horizon 2050. Donc ces travaux scientifiques permettent d'avoir accès à une donnée, une connaissance de l'évolution du territoire, de manière à pouvoir mettre en œuvre une politique d'adaptation sur le territoire. Donc on parle d'adaptation des espèces et des hommes à cette évolution du littoral sur le territoire. Exactement, et ce qui est particulièrement important à prendre en compte, c'est le pas de temps. Là, on va s'intéresser à l'évolution du littoral depuis 10 000 ans, qui du coup a pris un certain temps, qui a permis à un certain nombre d'espèces de s'adapter, de tirer aussi profit de l'évolution du littoral et du climat. Là, dans ce qui nous intéresse en matière de changement climatique, l'enjeu, c'est que l'évolution, elle est très rapide. Et donc, il y a une absolue nécessité à prendre en compte ces éléments pour pouvoir s'adapter à l'horizon 2050-2100 aux conséquences du changement climatique. Merci à vous d'être venus. À bientôt, bonne nuit. Salut. Les clans des rues, les clandestins, les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Et y a pas de pays si tu le veux.
tout prix, chez eux y a plus rien. De rétention en cale de fond, j'en ai même oublié mon nombre. Mais je promets de moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins. Moi j'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan, l'itan d'idées à la ronde. Et dans ce flot de libérien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Allez, dis-moi c'est quand, dis-moi c'est quand que tu reviens. Je parie beau quand chantent les oiseaux, je pariais quand ils se croient français. Je parie beau quand chantent les oiseaux, je pariais quand ils se croient français. Vous êtes bien sûr RCF, c'est le MAC de l'environnement en partenariat avec Radio Balade et Radio Marseillette. Là en fait nous sommes à la médiathèque du Grand Narbonne à l'occasion d'une rencontre avec vous, Julien Cavero, puisque vous n'êtes pas narbonnais, vous n'êtes pas audois, vous venez d'ailleurs, vous venez de Paris. Et en fait on vous a invité parce que vous avez travaillé avec nous sur cette fameuse maquette de la maison de la Clappe à Vinasson dont on n'a absolument rien dit jusqu'à présent, donc on va en parler. Et on a réuni pour réussir à imaginer ce scénario d'évolution du littoral audois depuis moins 10 000 ans. On a réuni des personnes évidemment compétentes, donc Corinne Sanchez, archéologue, et vous en particulier. On dit cartologue, on dit cartographe, qu'est-ce qu'on dit ? On dit cartographe. Cartographe. Et la question, évidemment, là, on peut pas voir, on est à la radio, donc on peut pas imaginer ce que c'est que cette maquette parce qu'elle est très spectaculaire, elle est animée. Il y a des cartes anciennes qui sont projetées, on voit la mer qui recule, qui avance. Bon, ce qui est absolument flagrant, évidemment, c'est que le littoral a beaucoup évolué. Surtout sur cette période de temps qui est le temps long de 10 000 ans, qui correspond au réchauffement climatique suite à une période glaciaire. On a des changements qui sont vraiment considérable sur cette très longue période. Le métier de cartographe, en fait, qu'est-ce que c'est que le métier de cartographe ? Le métier de cartographe, c'est assez prosaïquement, c'est de faire des cartes, évidemment. Plus concrètement, en fait, il s'agit de rassembler des données qui permettent de dresser un inventaire, en fait, spatial d'un phénomène, quel qu'il soit, et d'en produire à la fin une cartographie. Et comment peut-on produire une cartographie d'une époque où il n'y avait pas de carte ? Alors, justement, très précisément, c'est tout l'enjeu de la chose que de pouvoir mobiliser différents éléments en fait issus de la recherche scientifique, que ce soit des données sédimentaires issues de carottage par exemple. La remontée du niveau marin est connue par les modèles climatiques qu'on a pour le passé et des analyses sur les coraux notamment pour le modèle global. Et c'est de pouvoir prendre l'ensemble de ces données en fait pour pouvoir positionner des éléments sur la carte et pouvoir les mettre en série en fait. Et aboutir à une restitution, c'est exactement ce qu'on a pu faire dans le cadre de la réalisation de cette maquette. Donc si on reprend cette maquette, qu'est-ce qu'on peut voir de cette évolution du territoire, du littoral audois ? Parce qu'il y a quand même eu une époque où la mer était à 3 km d'ici. Alors il y a une époque où la mer était très très loin d'ici, c'est au dernier maximum glaciaire, donc qui se termine à peu près il y a moins 12 000 ans, moins 15 000 ans, moins 12 000 ans, la mer était très très loin, et au moment du réchauffement, la mer revient, la mer envahit le golfe de Narbonne. À quel moment donc ? Alors, le début de la remontée marine est basé à peu près autour de moins 10 000 ans, et l'envahissement du golfe narbonnais se situe à peu près dans les moins 7 000, moins 8 000 ans, moins 6 000 ans. Donc là, on n'est pas sur des résolutions chronologiques très fines pour ces périodes-là, bien évidemment. Et une fois que la mer a envahi le golfe narbonnais, le niveau marin remonte moins vite, il remonte toujours mais beaucoup moins vite, ce qui fait que le fleuve Aude, notamment le plus important, mais aussi la Berre et tous les petits cours d'eau qui descendent du massif de Fontfroide, vont venir colmater, sédimenter ce golfe. Donc autant la mer a envahi le golfe, autant elle va se retrouver colmatée par les sédiments. Et ce golfe va donc se remplir pour arriver en fait à la situation actuelle qui est un chapelet d'étangs plus ou moins déconnectés les uns des autres et qui ne sont jamais que le résidu d'un vaste golfe maritime. Peu à peu, il y a le cordon dunaire qui se forme. Alors, et peu à peu, le cordon dunaire n'existait pas. Peu à peu, le cordon littoral se forme.
la mise en place du cordon littoral sur l'ensemble de la côte languedocienne, en fait, c'est vrai à Narbonne, mais c'est vrai sur l'ensemble de la côte languedocienne, est directement lié à la remontée du niveau marin. C'est au moment donné où le niveau marin atteint une certaine stabilité que les sédiments sont remobilisés par la mer et que la dérive littorale commence à construire des cordons. Alors, c'est pas la partie la mieux connue pour le littoral narbonnais, le cordon littoral, mais on a des indices d'une première mise en place aux alentours du 2e millénaire avant notre ère. Il s'installe vraiment à la période romaine ou bien ? Il est en cours d'installation à la période romaine. Ce qu'on sait pour le moment et prudemment ce qu'on peut dire, c'est qu'il est en cours de construction à la période romaine. Donc il est déjà existant, mais il n'est pas encore continu comme il est maintenant. Quels autres grands changements, si on continue le fil du temps ? Quels autres grands changements ? Alors, vous l'aurez compris, en fait, finalement, c'est une histoire c'est beaucoup une histoire de fleuve, finalement, l'évolution du littoral dans ces basses plaines, en fait, puisque c'est eux qui viennent colmater les lagunes et modifier le tracé du littoral. Donc les grands changements, c'est vraiment le tracé du cours de l'Aude, qui est aménagé dès l'époque romaine pour créer un port, où on canalise intégralement le fleuve sur plusieurs kilomètres. Et cette canalisation qui deviendra la Robine actuelle de Narbonne. Donc c'est des changements fondamentaux, puisque ce fleuve qui était totalement naturel avant que les Romains arrivent, pour caricaturer un peu, mais se retrouve canalisé et de nos jours est un simple canal, alors que la branche très active du fleuve est maintenant la branche de course en Avendre. Le fleuve s'est déplacé, enfin il s'est pas déplacé à vrai dire, il y avait 2 bras. Il y avait 2 bras. Effectivement, ça c'était une grande question de l'historiographie narbonnaise, de savoir s'il y avait les 2 bras du fleuve en même temps ou pas. Toutes les données incitent à penser qu'il y a eu 2 bras naturellement dès la période de sédimentation. Un bras important et un bras plus faible, on peut dire ça ? Ça, c'est très difficile à dire. On ne le sait pas. C'est très difficile à dire, on ne le sait pas. Les 2 bras sont existants. Après, il est possible qu'il y ait eu... C'est beaucoup une question d'embouchure, en fait, de savoir est-ce que les fleuves sont contraints à leur embouchure ou pas. S'ils ne sont pas contraints à leur embouchure, le fleuve va avancer. Il peut y avoir des moments où le fleuve, à force d'avoir trop sédimenté, se retrouve bloqué à son embouchure, ce qui fait qu'une partie de la force du fleuve va se déporter sur le bras secondaire. Et ces choses-là peuvent alterner quand même à des rythmes assez rapides sur ces longues périodes de temps. Donc on peut pas vraiment dire qu'il y en a un plus fort que l'autre. Alors une autre question à laquelle il est très difficile de répondre, c'est la Clappe était-elle une île ? Et à partir de quel moment est-ce qu'elle a disparu en tant qu'île ? Parce qu'on a l'habitude de dire ça, on a l'habitude de dire que la Clappe était une île. Oui, c'est une autre grande question de l'historiographie narbonnaise de la Clappe comme une île. Alors très vraisemblablement, la Clappe a été une île. La Clappe a été une île au moment en fait de la remontée maximale du niveau marin, après la grande phase de remontée très rapide du niveau marin quand le golfe narbonnais a été envahi par la mer. Donc on est dans les 6000 ans avant notre ère, 7000 ans avant notre ère, quelque chose comme ça. La Clappe était très probablement une île. Par contre, la sédimentation en fait, elle est quand même assez rapide après ça, ce qui fait qu'à l'époque romaine, la Clappe n'est déjà plus une île. Et à l'époque proto-historique, il est assez vraisemblable qu'elle ne soit plus une île non plus. Donc la Clappe a été une île, oui. Alors il n'y avait pas grand monde pour voir que c'était une île, par contre. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même, c'est ce qu'on entend dire ici. Tout le monde pense que la Clappe a été une île. Bien sûr, elle a été une île, mais il y a très très longtemps finalement. Voilà, il y a très très longtemps. Autre question aussi à propos de l'Ardillon, ce qu'on appelle l'Ardillon, c'est cette langue de terre sur laquelle maintenant est construite la ligne de chemin de fer, qui longe le canal de la Robine. Cette langue de terre, elle s'est aussi constituée petit à petit, parce que il y a eu toute une période où en fait les étangs communiquaient. Tout à fait. Et je préciserai qu'en fait, cette langue de terre ne longe pas le canal de la Robine, cette langue de terre est le canal de la Robine. Et en fait, c'est l'extension du canal toujours plus au sud. C'est toujours une question d'embouchure, de pouvoir lui trouver un débouché, soit dans des eaux plus profondes ou dans des zones qui ont été moins sédimentées. Et cette langue de terre, qui commence donc avec les Romains, la Robine ne prend que la suite de ça. Et cette langue de terre, au fil du temps, sera prolongée vers le sud, au travers des étangs. Et on sait de source sûre qu'elle atteindra l'île Sainte-Lucie. Et c'est un moment crucial, puisque c'est le moment où les étangs narbonnais sont séparés en 2. L'ensemble des étangs est coupé en 2. À quelle époque ? Elle atteint l'île Sainte-Lucie à la fin du XVIe siècle. Au lieu dit du très mal nommé canal des Romains, en fait, qui est un aménagement du XVIe siècle. Avec des matériaux romains certes, mais qui datent du XVIe siècle. Et c'est à ce moment-là que l'Ardillon
sépare intégralement les étangs en deux. Il sera prolongé jusqu'à Port-la-Nouvelle à la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Et donc bon, c'est un coin très particulier, ça, du territoire du parc. C'est le nord de l'île de Sainte-Lucie. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle aussi le caragol, parce que ça a la forme d'un escargot. Et les bateaux passaient, débouchaient du canal, enfin de l'eau canalisée, pour aller jusque vers Port-la-Nouvelle, qui n'existait évidemment pas à l'époque. Et puis après, ça a été impossible. Il a fallu faire passer les barques sur l'Ardillon. Sur l'Ardillon, exactement. Et donc, on a beaucoup de textes d'archives qui nous racontent le mécontentement des pêcheurs qui ne peuvent plus passer facilement d'un étang à l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre. Le canal des Romains a probablement été réutilisé à ce moment-là pour pouvoir faire un passage transversal, justement, d'un étang à l'autre. Julien Cavero, nous allons revenir sur la maquette, donc la maquette qui est visible à la Maison de la Clappe pour les auditeurs qui ne la connaissent pas encore à Vinassan. Alors justement, comment décririez-vous cette maquette ? Alors, il s'avère que moi non plus je ne l'ai pas vue, cette maquette. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller la voir. Donc, on a participé à sa conception, enfin à une partie de sa conception. Mais bon, pour avoir beaucoup échangé avec On Situ, la société qui l'a réalisée, c'est un dispositif interactif assez malin finalement en fait de double projection en fait qui est d'une part une carte, chose à laquelle je suis très sensible, donc à plat en fait, qui raconte toute cette évolution du territoire et d'autre part en frontal une projection alors que justement j'ai pas vu donc je peux mal le décrire mais d'éléments photographiques, d'éléments contextuels. Et le tout accompagné par une voix off qui raconte toute cette histoire avec un texte que j'ai lu par contre et qui est en fait assez bien écrit
assez bien dit par ailleurs, et assez bien écrit aussi. Et c'est finalement le genre de dispositif qui permet de s'immerger et de raconter une histoire en abordant beaucoup de points et en montrant beaucoup de documents en une seule et même fois. C'est ça, en 16 minutes, on arrive à retracer l'évolution du littoral depuis moins de 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui et à vulgariser cette information avec des... Et même plus, puisque l'évolution du littoral jusqu'à aujourd'hui dans la maquette, c'est 6 minutes. 6 minutes. Et pour revenir à votre collaboration sur la maquette, vous avez contribué sur quelle partie, avec qui, comment s'est déroulé votre travail ? Alors du coup, on a contribué sur ces fameuses 6 minutes là que je viens d'évoquer. En fait, à la sollicitation du parc naturel, en fait, avec Corinne Sanchez, on a été amené finalement à revoir l'ensemble des données qu'on a pu acquérir dans le cadre du programme collectif de recherche que nous menons sur les ports antiques de Narbonne, où on s'est posé la question du littoral bien évidemment, et où on a acquis une masse de documentation assez conséquente. Et là, en fait, le plus compliqué, ça a été on nous a demandé de tout mettre en série, en fait, de nous dire est-ce qu'on peut retracer toute cette évolution, pas année par année bien évidemment, mais grande étape par grande étape, et produire quelque chose de cohérent, qui soit à la fois compréhensible et à la fois juste scientifiquement. Et finalement, le gros du travail a été cette mise en série des différents éléments, en fait, que l'on avait de manière éparse, et qui, comme tout bon scientifique, on a toujours du mal à livrer nos résultats et à les mettre en série exactement. Donc c'était un exercice assez passionnant et je pense assez réussi. Donc c'est le fruit d'une collaboration entre un cartographe et une archéologue, qui est Corinne Sanchez. Oui, effectivement. Alors, notamment, ça c'est pour nous deux. Après, les programmes de recherche archéologique comme ça sont le fruit d'une collaboration qui est réellement pluridisciplinaire, puisqu'il y a évidemment des archéologues qui eux-mêmes ont une multitude de spécialités à l'intérieur. Corinne Sanchez est céramologue. Et céramologue. Céramologue, c'est-à-dire l'étude des céramiques, qui nous aide beaucoup pour la datation, notamment. Après, on travaille avec des géomorphologues qui étudient les sédiments, on travaille avec des géophysiciens qui font des prospections géophysiques, on travaille avec des historiens qui peuvent nous aider pour les sources d'archives et autres. On travaille avec des archéologues subaquatiques, puisqu'on a des éléments, notamment à Port-la-Nautique, qui ont fait l'objet de fouilles subaquatiques. Donc finalement, il y a toute une kyrielle de métiers, en fait, qui participent de ces connaissances. Et c'est une kyrielle de métiers, comme vous dites, qui se retrouve au sein de votre laboratoire Labex Transfert ? Ça, pour le coup, pas du tout. C'est une kyrielle de métiers, en fait, qui se retrouve au sein de l'UMR 5140, Archéologie des sociétés méditerranéennes de Latte, auquel je suis associé, mais moi-même, en fait, je travaille au Labex Transfert, et le projet sur les ports antiques de Narbonne est quelque chose que j'ai commencé il y a très longtemps, quand je travaillais moi-même à Latte. Et que je continue en fait, mais le Labex Transfert n'est pas directement impliqué dans ces recherches-là. Et le Labex Transfert, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est ? Le Labex Transfert, c'est le regroupement de tous les laboratoires de sciences humaines et sociales de l'École normale supérieure de Paris, au sein duquel je suis cartographe et où je mets mes modestes compétences au sein de l'ensemble de ces laboratoires. D'accord, donc c'est vraiment un travail pluridisciplinaire entre chercheurs, autant au sein de votre laboratoire qu'au sein du projet sur lequel vous travaillez. Tout à fait. J'ai la faiblesse de croire que c'est lié aussi au métier de cartographe qui a besoin de beaucoup de discipline pour pouvoir s'exercer. Juste à propos des cartes, il y a évidemment des cartes patrimoniales qui sont très connues sur notre territoire. Et la complexité de ces cartes, c'est que d'une part, elles ne sont jamais à la même échelle, évidemment. Et puis il y a eu une époque où sur les cartes, le nord était au sud et le sud était au nord. Oui, alors bon, il y a une carte très connue qui est orientée vers les Pyrénées. Effectivement, c'est une complexité des cartes, complexité qui tend à se résoudre de nos jours, puisque comme les cartes sont de plus en plus informatisées, y compris les cartes anciennes et les données anciennes qu'on peut récupérer, et on se retrouve dans des systèmes interactifs, dynamiques, où finalement on peut changer d'échelle assez facilement, voire même changer d'orientation. C'était le MAC de l'environnement. Merci à Jérôme pour la technique.